Salut à tous. Comme vous le savez, l'union fait la force, et en ces temps troublés, nous en avons particulièrement besoin. Nous allons pouvoir bénéficier aujourd'hui de plus de 63 ans de construction européenne, qui a bâti dans tous les domaines des coopérations toujours plus renforcées entre les 28 États participants, nous faisant profiter d'expertises plus vastes, de synergies, d'économies d'échelle nombreuses, le tout dynamisé par la concurrence et le libre-échange, qui permet de tirer le meilleur de chacun. Car dans notre monde complexe, face à des défis majeurs, personne ne peut s'en tirer tout seul dans son coin. Ah, les Anglais doivent bien regretter d'avoir quitté cette formidable structure juste avant la crise. You serious? Non, pas vraiment. La plupart des gens qui sont pour l'Union Européenne se laissent aveugler par des slogans sympathiques, des promesses de lendemain qui chantent, et des menaces d'apocalypse si on avait l'idée de faire autrement. Ce virus a l'avantage de simplifier le débat par l'exemple. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon, donc maintenant on va voir si cette construction européenne tient ses promesses, si ça tient la route. On va passer en revue tous les points de cette crise. Les problèmes structurels, la gestion de l'épidémie, les histoires financières de la zone euro, les petits soucis juridiques de la BCE, et puis El Famoso plan de relance. Si on ose appeler ça comme ça. Cette vidéo est donc très longue, mais je vous l'ai découpée en plusieurs petits chapitres plus ou moins indépendants que vous pouvez retrouver sur la piste vidéo. Et comme ça, en une seule vidéo, vous allez pouvoir vous rendre compte que l'Union Européenne ne sert à rien, mais en plus c'est un boulet. L'Union Européenne n'est ni notre avenir, ni la solution à quoi que ce soit, si ce n'est peut-être à la vie. C'est un espèce de cancer qui nous a foutus dans la mouise, en nous forçant à respecter des idéologies totalement déconnectées de la réalité, sans autre but que de suivre ces idéologies. Parce qu'on nous promettait que si on cochait bien toutes les cases, alors un monde merveilleux et économiquement optimal s'offrirait à nous, la Grèce. Oui, je vous ai dit que c'était déconnecté de la réalité. Alors que s'est-il passé ? Pour faire court, dans les années 80-90, des gens ont considéré que les usines, c'était sale et ringard. Les milieux patronaux aussi étaient agacés de payer au prix fort des salariés peu qualifiés et de respecter des normes environnementales toujours plus contraignantes, alors que la fin du communisme venait de libérer des territoires et des masses de travailleurs très attractifs. On nous a donc vendu l'idéologie du libre-échange et de la mondialisation inévitable qui devait nous baigner dans le bonheur matérialiste en exploitant des miséreux à l'autre bout du monde. Ça a conduit à la délocalisation de nombreuses productions, y compris les plus vitales et les plus basiques, détruisant les savoir-faire utiles et les capacités d'innovation, puisque figurez-vous que l'innovation se fait dans les usines et pas dans des bureaux d'études hors sol. Maintenant, nos usines sont en Asie, c'est eux qui savent produire. Ils ont commencé par copier, maintenant ils innovent, et cette crise nous montre à quel point nous sommes devenus dépendants des productions étrangères. À ce train-là, dans une paire d'années, on va leur cirer les pompes avec un chiffon Made in China, et on leur servira la bouteille d'eau d'Évian en terrasse, qu'ils payeront ironiquement avec les dividendes de l'entreprise qui leur a produite, puisqu'ils la posséderont. Ceux qui pensent qu'il faut faire l'Union Européenne pour faire le poids, et justement éviter ça, devraient apprendre que c'est l'Union Européenne qui organise cette dépendance en interdisant le protectionnisme européen, en interdisant la création de géants européens sur la base de lois concurrentielles discutables, et en interdisant d'interdire les délocalisations et les rachats d'entreprises par des intérêts étrangers, ou bien des fonds de pension qui sont souvent des fonds vautours. Si la Chine s'est développée comme elle l'a fait, c'est simplement parce qu'elle a saisi l'opportunité qu'on lui a proposée et qu'elle a posé ses conditions. On peut exploiter sa main-d'œuvre et dégueulasser son environnement, mais faut prendre un associé chinois dans l'affaire et transférer les technologies. Une entreprise peut accéder à son marché d'1,5 milliard de consommateurs, y a pas de souci, mais faut qu'elle construise un centre de recherche en Chine. La Chine veut bien nous acheter des Airbus, mais faut fabriquer une partie de la commande chez eux, etc., etc. C'est tout simplement du protectionnisme intelligent. Bien évidemment, l'idée d'exiger la même chose des entreprises étrangères en Europe est interdite. Ils appellent ça du repli nationaliste et de la xénophobie. Et après, c'est les mêmes qui agiteront le péril jaune pour qu'on soit tous pro-européens et qu'on fasse front commun contre les Chinois qui vont venir nous bouffer. De vrais pompiers pyromanes. Cette asymétrie dans les échanges a permis à quelques-uns de monter des fortunes énormes en très peu de temps, et le niveau de vie des Chinois a aussi considérablement augmenté. Tant mieux pour eux, mais je ne suis pas sûr que ça réconforte les travailleurs laissés sur le carreau en France ou dans les économies occidentales en général.
Au passage, à un pays qui n'est plus capable de subvenir aux besoins de base de sa population, on appelle ça une économie sous-développée. Alors on n'en est pas encore là, mais on en prend le chemin grâce à la mondialisation heureuse qui détruit petit à petit le tissu économique. La France semblant être destinée à devenir un vaste musée qui produit du vin aussi. Et c'est tout. Concernant notre système de santé qui a été en première ligne dans cette crise, la Commission européenne nous a poussé depuis des décennies à y introduire des logiques comptables et managériales basées sur le profit dans l'optique de la privatisation des hôpitaux au nom de la concurrence libre et non faussée. Et cette nécessité du profit, de la compétitivité, a été renforcée par l'idéologie de la rigueur budgétaire imposée par l'euro, nous contraignant à réduire continuellement les dépenses de santé. Un député européen a recensé pas moins de 63 demandes successives de la Commission européenne entre 2011 et 2018 pour que les États réduisent leurs dépenses de santé. Il semblerait qu'en France, cette politique est menée au résultat paradoxal d'avoir moins de services publics, mais plus de bureaucratie. C'est-à-dire moins de soignants, de lits et de matériel, mais plus de gras de papier dans les bureaux, payés à réduire les coûts et à préparer la privatisation. Et enfin, l'idéologie sans frontiériste, corollaire de la mondialisation et du marché unique, nous a empêché de prendre des mesures de restriction des déplacements qui auraient pu empêcher, ou en tout cas freiner l'arrivée de l'épidémie. Je rappelle qu'Agnès Buzyn nous avait dit qu'il était impossible de fermer les frontières dans notre monde globalisé. Donc on voit bien aujourd'hui la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. La réalité lui donnera tort le mois suivant quand Schengen vola en éclats. C'est alors que Macron appela à éviter le repli nationaliste face à un virus qui n'a pas de frontières et pas de passeport. Ce qui est totalement débile, puisque ce virus ne se balade pas tout seul. Il est bien porté par des gens qui ont un passeport et qu'on peut contrôler aux frontières. Mais voilà, comme contrôler c'est un truc de nazi, c'est discriminant et puis surtout, c'est pas bon pour le tourisme, eh bien aucune mesure n'avait été prise, et en mars il y avait encore des vols directs en provenance de Wuhan ou d'autres zones infectées qui atterrissaient en France sans aucun contrôle. Mis à part la puissance des affichettes. Tiens bah d'ailleurs, on va continuer cette vidéo dans un environnement sécurisé. Et voilà, plus rien ne peut m'arriver. On a frôlé la catastrophe. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il faut rappeler que l'OMS en avait ajouté une couche le 30 janvier en ne recommandant pas de restreindre les voyages ou les échanges commerciaux. Or, quand un État prend des mesures plus restrictives que les recommandations de l'OMS en matière de mobilité des personnes ou des marchandises pour des raisons sanitaires, il a 48 heures pour envoyer à l'OMS la justification et la raison de santé publique motivant ces mesures. L'OMS examine la justification et peut demander au pays de reconsidérer ces mesures. Elle exerce donc un pouvoir de contrôle sur les gouvernements, pour autant elle n'a pas de pouvoir de sanction. Quand l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche ont fermé les frontières pour le coronavirus, elle a rien dit, alors que ces États violaient leur obligation du règlement sanitaire international que je viens de mentionner. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'on appelle la pression des pairs. Quand les médecins, les journalistes, les politiciens, l'Union européenne et tout le reste vous disent qu'il faut suivre les recommandations de l'OMS, c'est très dur pour un ministre de la Santé de tout foutre au panier et de faire tout autre chose. C'est bien plus confortable d'avoir tort à plusieurs que d'avoir raison tout seul. On a donc des politiciens qui ont passé ces dernières décennies à organiser leur impuissance en déléguant leur pouvoir de décision à des organismes supranationaux. Aujourd'hui, ils sont payés à rien foutre, ils se contentent de suivre une feuille de route décidée par d'autres. Quand la situation tourne au vinaigre, ils cherchent à se cacher derrière ces organismes. On n'a fait que suivre les recommandations de l'OMS, disent-ils. Et l'OMS répond « Chat perché, nous on ne fait qu'émettre des recommandations et la décision finale appartient au gouvernement de chaque État. » Ce qui est juridiquement vrai, mais politiquement fou. La responsabilité des politicards est donc diluée dans ces organismes internationaux qui émettent des recommandations semi-obligatoires et où les souverainetés sont partagées. Les décideurs identifiables sont remplacés par des processus de décision collégiale, des dialogues sociaux européens et toutes sortes de conneries qui servent plus à exempter leurs participants de leurs responsabilités qu'à prendre les bonnes décisions au bon moment. On a pu voir l'étalage d'inefficacité de cette union censée faire la force dans la gestion de l'épidémie. Jusque-là, je vous ai parlé des grands choix politiques et économiques qui donnent un cadre totalement merdique à nos sociétés, et maintenant on va voir comment la structure organisationnelle de l'Union européenne
nous condamne en fait à l'impuissance politique. Le nombre d'initiatives de la Commission européenne pour coordonner la gestion de l'épidémie est très exactement de 0, puisque ce n'est pas son boulot. Elle ne s'intéresse à la santé que sous l'angle du marché, les fameuses souverainetés partagées, C'était donc aux États de lancer des discussions pour coordonner leurs actions, mais il a fallu 3 semaines après l'annonce du confinement en Chine pour qu'une réunion des ministres de la Santé de l'Union européenne soit organisée, et elle a débouché sur rien. Ensuite, l'idée de fermer les frontières extérieures de l'espace Schengen a été exprimée par Macron le 13 mars, alors que l'Europe était déjà le nouvel épicentre de l'épidémie et que la majorité des pays du monde avaient déjà fermé leurs frontières avec les pays européens les plus touchés. En même temps, comment voulez-vous que ces pays se coordonnent sur la gestion d'une épidémie qui bouleverse énormément de choses, alors qu'ils discutent depuis 4 ans de l'harmonisation du changement d'heure en Europe sans parvenir à une décision ? Il faut peut-être pas trop en demander. Les États voyant le désastre qui se déroulait en Italie, ils ont fini par prendre des mesures unilatérales, sans attendre quoi que ce soit de l'Union européenne, et chacun s'est d'abord soucié de sa propre population, puisqu'après tout, c'est de ça qu'ils sont responsables. Les pays frontaliers de l'Italie ont fermé leurs frontières aux personnes, l'Allemagne a interdit l'exportation de matériels médicaux, et les réquisitions de masques en transit vers d'autres pays européens ont commencé. Sur les questions de finances publiques aussi, le cadre européen s'est avéré être un boulet. Alors que l'instauration du confinement nécessite forcément que les entreprises reportent des impôts et des cotisations, qu'il y ait un financement du chômage partiel, la création de divers plans d'aide, etc., bref, qu'il y ait plus de dépenses publiques et moins de recettes, Bruno Le Maire se souciait plus du respect des critères de Maastricht et de la réaction de la Commission européenne que de définir une réponse valable, à la hauteur de la crise, avec tous les moyens nécessaires. Des petites sociétés impactées en cascade, sans trésorerie, alors qu'il va bientôt falloir payer les charges sociales et fiscales. Le gouvernement propose d'assouplir le calendrier pour les soulager. Une aide temporaire pour faire le dos rond, en attendant d'y voir plus clair. Bruno Le Maire évoque aussi des mesures en matière de chômage partiel ou d'aide au financement. Merci à tous et donc on se retrouve dans les jours prochains. Tout cela évoluera en fonction de la propagation de l'épidémie, avec des marges de manœuvre qui restent réduites. Tout ce qui est annoncé là a un coût aussi sur les finances publiques. Donc il faut qu'on regarde la souplesse dont on peut disposer auprès de la Commission européenne pour engager ces dépenses. C'est un point très important sur lequel on travaille avec Gérald Darmanin. 2 jours avant ce reportage, dans une allocution, Macron avait pourtant annoncé que la France renonçait à ses objectifs budgétaires et foutait au panier la règle des 3%. Mais il faudra attendre le feu vert de la Commission européenne pour que ce soit vraiment appliqué. Voilà comment en quelques exemples, les souverainetés partagées empêchent nos responsables politiques de faire leur boulot, à la fois techniquement et intellectuellement. Mais nécessité faisant loi, à chaque fois la réalité a fini par prendre le dessus, en conséquence de quoi Schengen, le marché commun, les règles budgétaires de l'euro, tout est passé à la poubelle en quelques jours. Et après on nous expliquera que l'État-nation est un échelon faiblard et dépassé, voué à disparaître, alors que l'Union européenne est tellement plus efficace et pertinent pour gérer tous les problèmes. J'ai comme un petit doute, En fait, au bout de 63 ans de construction européenne, on se demande à quoi ça sert, puisqu'aucune coopération n'a pu être organisée, ni par les États, ni par l'Union européenne. Dans la période février-début mars, quand l'épidémie commençait à faire vilain en Italie, la seule chose que les Italiens ont reçue des institutions européennes, c'est une amende, le jour même de l'annonce de leur confinement. Ils ont été condamnés à payer 7,5 millions d'euros plus 80 000 euros par jour de retard dans l'application de la directive pour une histoire d'aide illégale, en partie non récupérée, octroyée au secteur hôtelier en Sardaigne il y a 10 ans. Donc l'Italie va devoir récupérer cette aide illégale auprès du secteur hôtelier au moment où la crise du Covid l'oblige à aider ce même secteur. Faute de quoi, elle devra payer 80 000 euros par jour de retard. Voilà, donc ça fait partie des débilités d'une institution aveugle qui tourne dans le vide avec une inertie terrible. Il y a eu une épidémie, une crise économique, la fin du monde ? Rien à foutre. Le marché y pourvoira, contentez-vous de respecter les dogmes. So everybody respects the rule. Please. On n'arrive plus à s'entendre sur le budget européen, mais c'est pas grave. On continue la fuite en avant dans un élargissement délirant et dans des accords de libre-échange qui vont encore pourrir l'économie par la concurrence déloyale qu'ils instaurent. C'est vraiment la priorité du moment. Pas de remise en question, pas de réflexion, pas de débat, pas de réaction aux événements.
jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que l'existence même de l'Union européenne était menacée par leur comportement face à la pandémie. Quelle ne fut pas leur pleurniche quand l'Italie se tourna vers la Chine, la Russie et Cuba pour obtenir un peu d'aide. Les officiels de l'Union européenne ont mis en garde contre la politique de générosité intéressée de la Chine et de la Russie qui profiteraient de la crise pour faire de la propagande. Allons donc. Comme c'est ironique de la part d'une institution qui fait apposer d'énormes panneaux sur la moindre cabine de chiottes publique qu'elle cofinance pour le signaler à tout le monde. L'UE s'engage pour vos étrons. Il faut le savoir. Alors il ne faut pas être naïf sur les intérêts diplomatiques qui peuvent se cacher derrière cette aide, mais l'Union européenne n'a pas le droit de se plaindre de ses abandons vis-à-vis de ses propres États membres, d'autant qu'elle aussi elle instrumentalise l'aide humanitaire à des fins diplomatiques dans d'autres pays. Ce deux poids deux mesures est hypocrite et vain, puisque l'inutilité de l'Union européenne s'étale aux yeux de tous. Donc après la pleurniche, ils ont essayé de redorer leur image en accordant à l'Union européenne des bienfaits pour lesquels elle n'a joué aucun rôle. Des hôpitaux allemands accueillent des patients français. La solidarité européenne sauve des vies. Vous avez sûrement vu passer ce genre d'informations il y a quelque temps, alors qu'en est-il vraiment ? Sur 5 semaines, l'Allemagne a accueilli 200 patients européens, mais elle a annoncé qu'elle cesserait les transferts si l'épidémie démarrait chez elle. Pour l'instant, aucun hôpital en Allemagne n'est saturé, mais les autorités ici ont d'ores et déjà prévenu, si l'épidémie venait à s'aggraver dans les prochains jours ou les prochaines semaines, alors forcément, l'aide à la France serait revue à la baisse. Donc c'est les Allemands d'abord et les Européens après, ce qui est assez logique vu que c'est eux qui payent leur système de santé. À ce sujet, l'Allemagne a cru bon de préciser qu'elle payera les coûts de prise en charge des patients européens, car il s'agit de notre conception de la solidarité européenne. Mais justement, le préciser ne fait que souligner l'absence de solidarité naturelle. Quand on aide quelqu'un, c'est normal de pas envoyer la facture à la fin. Je veux dire, les hôpitaux de Toulouse ne se vantent pas de soigner gratuitement les patients d'Alsace, justement parce qu'il y a une solidarité nationale. Alors, toute aide entre États est bonne à prendre, mais si c'est ça le summum de la solidarité européenne, ça va pas bien loin, quoi. C'est surtout de la com. C'est même tellement symbolique que c'est à la limite de la propagande. Vous voyez, quand l'aide est chinoise ou russe, c'est de la propagande, mais quand une équipe de médecins de l'UE débarque en Italie, tout d'un coup c'est de la solidarité européenne attribuée à l'action de l'UE. Tant pis si une partie de ces médecins sont norvégiens, un pays qui n'est pas dans l'UE, et tant pis s'ils arrivent 1 mois et demi après le drame. Pareil, quand on voit que la Suisse accueille des patients français, on se rend compte que les transferts de malades sont de la coopération entre États. Et là, il va falloir qu'on m'explique où est le bénéfice spécifique d'appartenir à l'Union européenne dans l'organisation de l'aide internationale quand on reçoit la même aide au même moment des pays qui sont dans l'Union européenne que des pays qui en sont en dehors. Je connais une institution qui va avoir du mal à justifier ses coûts et son existence. L'Italie est contributrice nette de 7 milliards d'euros par an au budget européen. Ça veut dire qu'elle verse, par exemple, au hasard, un peu plus de 200 millions d'euros chaque année à la République tchèque, qui ne lui a fourni aucune aide et qui a involontairement intercepté ses masques en provenance de Chine. Est-ce que vous croyez que les Italiens seront toujours d'accord pour payer cette somme après la crise ? Est-ce que vous croyez que l'opinion majoritaire sera que l'Union européenne nous a protégés et que les pays qui n'en sont pas membres ont eu plus de difficultés à faire face à l'épidémie ? Je ne crois pas, hein ? Non, je ne crois pas. Surtout vu la montée de l'euroscepticisme en Italie et le nombre de drapeaux européens qu'ils ont cramés dernièrement. En France, on a eu le droit à une blague supplémentaire sur les bienfaits de l'Union européenne dans la gestion de l'épidémie avec l'essai Discovery, dont on attend toujours les résultats. Voilà comment Macron le présentait. On a le protocole Discovery, auquel on croit beaucoup et qui est très important, qui est un protocole européen. C'est donc un essai européen, sauf que voici les pays qui étaient prêts à participer, et voici ceux qui participent vraiment. Et encore, on est généreux, puisque le Luxembourg n'a recruté qu'un seul patient, et que la Belgique est encore en train d'y réfléchir. Donc c'est un essai à plus de 99% français, il est européen seulement dans la tête de Macron. Alors pourquoi un tel décalage entre les intentions et la réalité au final ? Eh bien parce qu'il s'est passé la même chose dans la recherche qu'il ne s'est passé pour Schengen. Chaque pays a fait ce qu'il a voulu dans son coin, non parce qu'il serait un méchant nationaliste replié sur lui-même, mais parce que derrière les belles intentions de coopération européenne sur tous les sujets,
on se heurte dans la réalité à des problèmes un petit peu plus complexes quand il faut agir. J'avais déjà parlé de ces petits blocages dans mes vidéos sur l'euro, et encore une fois, on a vu la même chose. Les 27 pays ont été incapables de définir une base commune de travail, en termes de coûts, de protocoles, de méthodes, de choix des médicaments à tester, etc. etc. Et figurez-vous que mener des recherches dans 24 langues officielles différentes, avec 27 systèmes de santé différents, c'est pas forcément le plus pratique. Pour la langue, on peut utiliser l'anglais, mais c'est peut-être pas un hasard si les deux seuls pays qui vont nous aider dans cette affaire sont à la fois frontaliers et francophones. Alors comme il est impossible de s'entendre, chaque pays fait ce qu'il a envie. Certains lancent leurs propres essais selon leurs propres critères, comme le Royaume-Uni qui a lâché Discovery, et d'autres comme l'Italie et l'Espagne préfèrent participer à l'essai moins cher lancé par l'OMS. On en arrive à la conclusion de Yazdan Yazdanpana, qui dirige l'essai Discovery. Sur les essais cliniques, l'Europe est un échec. Une fois encore, la réalité s'impose contre les lubies européistes, et Macron a fini par l'avouer dans un tweet à l'occasion de l'annonce du plan de relance européen, qu'on va détailler vers la fin de cette vidéo, et qui prévoit des investissements dans la santé. Pour nous vendre ce truc, il a cru intelligent de dire qu'une Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que ça fait des décennies qu'on nous explique que l'Europe c'est un truc super pour la recherche et la protection de la santé des consommateurs, des travailleurs, etc. On nous aurait menti? Il y a pourtant bien des choses qui ont été entreprises pour essayer de réaliser l'Europe de la santé. On peut citer par exemple une agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, un centre européen de prévention et de contrôle des maladies, dont les employés sont sûrement en train de chercher un sens à leur existence, l'Agence européenne des produits chimiques, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'Agence européenne des médicaments, l'Observatoire européen des drogues et des toximanies, l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation, et enfin, une entreprise commune IMI2, une initiative en matière de médicaments innovants. On peut aussi ajouter la présence d'un commissaire européen à la santé depuis 1977. Donc l'Europe de la santé, ça existe, seulement c'est de la merde et ça sert à rien. Cette conclusion n'arrangeant pas Macron qui veut toujours nous vendre plus d'Europe, il préfère être dans le déni. Il fait comme si les expériences désastreuses de ces 50 dernières années n'existaient pas, pour nous dire qu'il faut aller dans cette voie et mettre plus d'argent. De cette manière, il se dispense aussi de nous expliquer pourquoi ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant se mettrait soudain à fonctionner demain, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Comme je vous le disais, pas de réflexion, pas de remise en cause, pas de débat. Pour Macron, l'Europe de la santé, c'est forcément un projet merveilleux qui marche. Et si ça ne marche pas, c'est parce que ça n'existe pas. Et c'est là qu'on rentre dans la dingoterie la plus totale, parce qu'il se met à nier 50 ans de construction européenne, dont il nous vantait les résultats jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'on voit que c'est de la merde, il nous dit non mais en fait, ça n'existe pas, tout est à construire. Je me répète, mais faut bien vous rendre compte qu'on a affaire à des fanatiques idéologiques absolus. C'est limite de la pathologie mentale. Voyant leur projet débile s'effondrer sous leurs yeux, les européistes ont été pris d'un sursaut à la fin mars. Ce qu'ils ont raté sur le plan sanitaire, ils vont essayer de le réussir sur le plan économique. Car Bruno Le Maire estime, à juste titre, que si l'UE n'aide pas l'Italie, elle ne s'en relèvera pas. Il parle de l'Union européenne, pas de l'Italie. S'il y avait besoin de préciser. Une prophétie accompagnée du blabla habituel, c'est-à-dire vide de tout engagement, mais plein de propos péremptoires sur la nécessité de se rassembler et de se pignoler ensemble, unis dans la diversité. Ils font tous comme Griveaux, et ça rend sourd. 4 jours après, donc, les ministres des Finances de la zone euro se rassemblaient pour définir une réponse commune à la crise économique qui s'annonce, et cette fois, l'Union européenne a été au rendez-vous. You serious? Pas vraiment, non. Ça a été un vrai flop. On a assisté au match retour des débats crispés entre les pays vertueux, partisans de la rigueur budgétaire, donc Allemagne et Pays-Bas en tête, suivis de l'Autriche et de la Finlande, contre ces cochons de pays du Sud qui veulent mutualiser les dettes à travers ce qu'on appelle les eurobonds, rebaptisés pour l'occasion Corona Bonds. L'idée est toute simple.
Au lieu que les États empruntent chacun de leur côté à des taux d'intérêt différents qui peuvent s'envoler en cas de pépin, ce qui avait créé la crise de l'euro, un organisme européen garanti par tous les États se charge de faire les emprunts sur les marchés à leur place. Le taux d'intérêt serait donc une sorte de moyenne des capacités financières de ces États. Bien sûr, chaque État rembourse ce qu'il a emprunté, mais si l'un d'eux fait défaut, sa dette retombe sur les autres États participants. L'Allemagne n'a donc aucun intérêt à accepter ce système, vu que ses taux d'intérêt remonteraient, ce qui dans une certaine mesure ne la gênerait pas trop en ce moment, mais surtout, elle deviendrait garante de la dette des autres États. Et ça c'est un problème, parce que ça l'expose à un aléa moral. En effet, les Corona Bonds ne prévoient pas un mécanisme de contrôle sur le budget des pays du Sud, donc ils pourraient être tentés d'accentuer leur déficit, vu que l'argent est pas cher, et qu'en cas de pépin, c'est les autres pays qui payeront les pots cassés. Une situation inacceptable à juste titre, causée par le fait que la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, et elle ne le sera jamais, ce qui ne peut qu'entraîner son éclatement. Si vous voulez en savoir plus, j'ai déjà longuement parlé de tout ça dans ma série sur l'euro, notamment dans ces 2 épisodes. Comme on pouvait s'y attendre donc, l'Allemagne a balayé l'idée des eurobonds une fois de plus. Je ne peux que recommander de ne pas organiser un faux débat pour des raisons idéologiques dans lesquelles chacun déterre sa solution préférée d'il y a 5 ou 10 ans. Le ministre des Finances des Pays-Bas a poussé le vice un peu plus loin en proposant que la Commission européenne ouvre une enquête afin de comprendre pourquoi certains pays membres ne disposent pas de marge budgétaire pour répondre à la crise sanitaire. Au cours de la semaine, il avait déclaré à plusieurs reprises dans la presse que certains pays auraient dû économiser davantage ces dernières années pour absorber les coûts entraînés par la pandémie. Mais vous vous foutez de qui ? Un reproche dégueulasse quand on sait que les pays du Sud sont contraints à l'austérité budgétaire par la Troïka, justement pour sauver l'euro, dont l'Allemagne et les Pays-Bas profitent le plus. Le Premier ministre portugais, interrogé sur cette position, a jugé ce discours répugnant dans le cadre d'une Union européenne, c'est vraiment le mot, répugnant. Ce type de réponse est d'une inconscience absolue et cette mesquinerie récurrente mine totalement ce qui fait l'esprit de l'Union européenne et représente une menace pour l'avenir de l'Union européenne. Personne n'est disposé à entendre à nouveau des ministres des Finances néerlandais comme ceux que nous avons entendus en 2008 et dans les années qui ont suivi. Tiens, ça sent le point de rupture. Les réunions ont donc rapidement tourné vinaigre et l'UE a décidé de reporter au calendrier grec l'examen des mesures les plus fortes et les plus polémiques, c'est-à-dire celles des Corona Bonds. Ce qui a entraîné la réaction de Giuseppe Conte, qui a menacé de refuser de signer la déclaration commune si les autres pays de l'UE n'adoptaient pas des mesures fortes avec des instruments financiers innovants et réellement adéquats pour une guerre que nous devons mener ensemble. Une prise de position assez radicale dans ce monde feutré qui a eu pour effet de pousser les 27 à présenter des propositions dans un délai de 2 semaines. Toute la presse et la classe politique italienne lui a emboîté le pas et s'est déchaînée contre l'UE. Conte dit à une Europe morte d'aller se faire foutre, titre le quotidien Fatto Quotidiano. L'aide Europe, juge en une La Repubblica, un quotidien à la ligne d'ordinaire pro-UE. Si l'UE ne se met pas d'accord, le projet européen est terminé, juge le Corriere della Sera, également pro-européen. Le journal évoque un accord à minima et raille une union qui ne fait pas la force. Les discussions ont commencé le 24 mars pour se terminer le 8 avril sur un échec total, malgré les enjeux, déclenchant un vague à l'âme chez Bruno Le Maire. Alors que nous comptons des centaines et des milliers de morts, les ministres des Finances jouent sur les mots et les adjectifs. C'est une honte pour les ministres des Finances, une honte pour l'Eurogroupe et une honte pour l'Europe. Nous devons avoir une compréhension commune de la gravité de la crise et décider d'une réponse commune forte. Nous serons jugés sévèrement, d'abord par les marchés, puis par nos populations, puis par d'autres pays qui nous verront incapables de surmonter nos divergences de vues. L'avenir de l'Europe et de l'euro sont en jeu. Je vous conseille de voir le film Des adultes dans la pièce pour avoir une idée des discussions lunaires que ce pauvre garçon a dû subir, en visioconférence en plus. Coup dur. Mais le lendemain, miracle! Ces gens qui ne s'entendaient sur rien ont trouvé un accord. La réunion s'est achevée sous les applaudissements des ministres. Bruno Le Maire a salué un excellent accord. Son homologue allemand, Olaf Scholz, un grand jour pour la solidarité européenne.
Et pour Christine Lagarde, c'est un accord novateur. Et oui, rendez-vous compte, l'UE a débloqué 540 milliards d'euros pour venir au secours des pays les plus touchés par le Covid. C'est merveilleux, l'UE fonctionne. You serious? Non, toujours pas. Quand on y regarde de plus près, c'est le cas de le dire, on se rend compte que c'est qu'un accord de façade pour sauver la face. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil, et les mesures de solidarité sont très limitées. Alors on va détailler tout ça rapidement, mais je préfère vous prévenir, à partir de là, on va rentrer dans des sujets technico-chiants, comme seule l'UE sait en produire. Les 540 milliards se divisent en 3 éléments. Tout d'abord, la Banque européenne d'investissement va créer un fonds qui va garantir jusqu'à 200 milliards d'euros de prêts bancaires souscrits par des entreprises. Sachant que la France a mis en place pour elle seule un fonds de garantie de 300 milliards, on se rend compte que la somme engagée par la BEI est faiblarde à l'échelle de l'UE. Et en plus, c'est financé par les États membres, donc c'est notre argent. On aurait pu en faire la même chose à l'échelon national. À la limite, on peut dire qu'il y a de la solidarité, vu que les États les moins touchés vont garantir des prêts qui vont profiter aux entreprises dans les États les plus touchés. Il y a donc une forme de mutualisation du risque. Mais le montant des transferts entre États sera très faible par rapport aux enjeux, et cette solidarité est temporaire. Le plus drôle étant que cette mesure n'a pas germé dans la tête des ministres. Il s'agit d'une proposition que la BEI leur a faite juste avant leur réunion, et qu'ils ont mis 2 semaines à signer. Mais attendez, ce n'est pas fini. C'est tout l'intérêt de prendre son temps pour faire des vidéos. Il a fallu 2 semaines de plus pour que le Conseil européen mette un coup de tampon sur la proposition, et encore 1 mois supplémentaire pour que le conseil d'administration de la BEI approuve la structure et le mode opératoire du nouveau fonds de garantie pan-européen. Et après tout ça, figurez-vous que le chemin de croix continue. Le fonds deviendra opérationnel dès que des États membres représentant au moins 60% du capital de la BEI auront signé leur convention de contribution et qu'un comité des contributeurs aura été constitué. Délai estimé, inconnu. Pendant ce temps en France, Macron avait annoncé un fonds de garantie de 300 milliards le 16 mars, il a été voté le 20, mis en place le 25, avec un effet rétroactif à partir du 16 mars. Ça veut dire que la réaction de la France, toute seule, isolée dans son coin, a été à la fois plus forte et plus rapide que celle de l'Union censée faire la force. En 10 jours, la France a mis 300 milliards de garanties sur la table, et en 3 mois, l'Union européenne n'est pas arrivée à faire la même chose en 15 fois plus petit. Heureusement que c'est un plan d'urgence, hein. Affaire à suivre. Ensuite, la Commission européenne propose de créer un nouveau bidule appelé le SURE, S-U-R-E, pour aider les États à financer le chômage partiel à hauteur de 100 milliards d'euros. Cette somme viendra en partie de redirection du budget européen, et le reste sera emprunté sur les marchés par le SURE, qui bénéficiera de taux bas grâce à la garantie des États membres. Cet argent sera ensuite reprêté aux États qui en feraient la demande. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une politique de redistribution européenne, mais seulement de prêts qui devront être remboursés et qui ont le seul avantage pour les pays dans la mouise d'avoir un taux d'intérêt plus faible que ceux proposés par le marché. Mais il n'y a pas de mutualisation des remboursements, ce n'est pas du don, chaque pays rembourse ce qu'il a emprunté. Il ne faut donc pas confondre le SURE avec l'idée des Corona Bonds, vu que ce mécanisme est triplement limité, à la fois par son montant, 200 milliards, par sa finalité qui est de financer le chômage partiel et rien d'autre, et donc forcément par sa durée, puisqu'une fois sorti du confinement, il n'y aura plus de chômage partiel, et donc ce fonds cessera d'être actif. Enfin, les 240-250 milliards restants proviennent du MES, le fameux mécanisme européen de stabilité créé lors de la crise de l'euro. Ça veut dire que la moitié de la somme annoncée, c'est un truc qui existait déjà depuis 2012. Je vous avais dit que c'était un accord pour sauver la face. Alors c'est toujours la même histoire, je pense que vous commencez à comprendre. On prend un pot, les États mettent de l'argent dedans, en l'occurrence 80 milliards d'euros, dont 16 payés par la France, et sur la base de ce capital, ce pot peut emprunter jusqu'à 700 milliards d'euros à taux bas grâce à la garantie des États, qu'ils reprêtent ensuite aux États membres en fonction de divers critères. Alors à chaque fois, ces pots ont des buts différents, garantir les prêts des entreprises, financer le chômage partiel, etc.
Là, le but du MES, c'est de financer à taux bas des États membres de la zone euro qui perdraient leur accès au marché financier suite à une envolée de leur taux d'intérêt, comme ce fut le cas de la Grèce en 2010. Parce que s'ils n'étaient pas aidés, ça les forcerait à quitter la zone euro, en plus de les conduire à un défaut total ou partiel sur leur dette souveraine, entraînant ensuite de possibles faillites de banques en Europe qui sont détentrices de ces dettes. En gros, quand on a sauvé la Grèce en 2010, on a surtout sauvé des banques françaises et allemandes. Pour l'instant, le recours au MES n'est pas pertinent, car les taux d'intérêt des États de la zone euro sont maintenus à des niveaux très bas par l'action des QE de la BCE, qui vient d'ailleurs de créer en plus un nouveau programme d'achat d'actifs de 750 milliards d'euros, dont on va parler dans un instant. Mais dans tous les cas, l'Italie a déjà annoncé qu'elle refusera de recourir au MES, préférant les Corona Bonds, car le principe du MES, c'est de cotiser à son esclavage. Et oui, c'est l'argent de tous les États membres qui est dans le pot, mais quand l'un d'eux y a recours, il doit accepter des contreparties très lourdes qui le placent sous la tutelle budgétaire de la Troïka. C'est à travers ce système qu'ils ont mis la Grèce en coupe réglée en 2010. C'est sûr que quand l'Allemagne accorde sa garantie sur des prêts, elle s'assure qu'ils soient remboursés. Une fois de plus, allez voir ce film. Des discussions sont donc en cours pour alléger ou supprimer ces conditionnalités dans le cadre du financement de la crise sanitaire. Et après ? Parce que l'Italie va finir l'année à plus de 170% d'endettement sur PIB, donc va y avoir un problème. Les pays vertueux refuseront de prêter sans fin à l'Italie sans effort de sa part, tandis que l'Italie refusera de devenir la Grèce en appliquant une austérité drastique aussi inhumaine qu'inefficace. Donc la question de l'existence de l'euro et de l'Union européenne va être continuellement posée, et l'impossibilité de se mettre d'accord sur le grand saut fédéraliste européen aggravera le pourrissement de la situation, jusqu'à l'effondrement du système quand un signal sera donné. Ça peut être par exemple l'envolée des taux d'intérêt italiens. C'est pour toutes ces raisons qu'actuellement, un grand nombre d'européistes comptent sur l'action de la BCE pour surmonter cette nouvelle crise. Mais il n'est pas sûr que l'Allemagne soit d'accord pour imprimer de la thune à l'infini, et avec Christine Lagarde aux commandes, ils sont vraiment pas aidés. Tout juste arrivée en poste début 2020, Christine Lagarde avait fait une énorme bourde en disant que ce n'était pas son boulot de réduire les écarts de taux d'intérêt entre les États de la zone euro. J'imagine qu'ensuite une personne compétente aura eu la gentillesse de lui expliquer que ça constitue l'essentiel de son travail et que l'existence de son poste est en jeu en cas d'échec. Elle a donc changé son fusil d'épaule et sorti la planche à billets, car l'action de la BCE est le dernier soin palliatif capable de maintenir la zone euro. Petite parenthèse pour ceux qui ne l'auraient pas compris, les rachats de dettes souveraines par la BCE, ça a le même objectif que la garantie des États sur les prêts des entreprises. C'est une façon de socialiser le risque de défaut que des institutions financières ne veulent pas prendre, afin que des acteurs en mauvaise posture financière trouvent quand même du financement et à un taux supportable, en tout cas très bas. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que j'ai déjà parlé de tout ça dans mes vidéos sur l'euro, mais il faut savoir qu'à l'occasion de cette crise, la BCE prend encore et toujours plus de liberté avec son mandat. Elle vient de mettre au panier 2 règles très importantes. La première, qui l'empêchait de racheter plus de 33% d'une tranche d'émission de bons du trésor mis sur le marché par un État membre de la zone euro, et la deuxième qui l'obligeait à respecter le principe de proportionnalité dans ses rachats en fonction du poids de chaque État dans le capital de la BCE. On va y revenir, c'est très simple. Les Allemands râlent à ce sujet depuis 2010, ils sont très mécontents de ces changements de règles en cours de route. Et ces nouvelles entorses vont sûrement donner lieu à de nouvelles plaintes auprès de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, comme il y en avait eu en 2011 contre le programme OMT et en 2015 contre les QE. Si la Cour a validé la légalité des OMT en 2016, en se rangeant à l'avis de la CJUE, elle s'est montrée un peu plus taquine sur les QE. Le 5 mai, en pleine crise du Covid, elle a rendu un arrêt sur les QE qui met 2 énormes claques à la construction européenne. Une à la CJUE, l'autre à la BCE. Cet arrêt pourrait être le point de pivot qui fera basculer l'euro dans les poubelles de l'histoire. Parce que le gouvernement fédéral allemand a l'obligation de respecter la Constitution et les arrêts de la Cour de Karl. C'est pas comme en France où on modifie la Constitution pour la rendre compatible avec notre participation à l'Union européenne, hein. Commençons par la première claque. Comme je le disais, en 2015, des citoyens allemands ont saisi la Cour de Karl au sujet des QE. Comme il se devait, celle-ci a renvoyé la question à la CJUE,
qui a rendu un arrêt en 2018 concluant à la légalité des QE et plus particulièrement sur son volet concernant les rachats de dettes souveraines, le PSPP. C'est celui qui posait le plus de problèmes. La Cour constate tout d'abord que le programme PSPP ne dépasse pas le mandat de la BCE. Ce programme relève du domaine de la politique monétaire, pour laquelle l'Union dispose d'une compétence exclusive pour les États membres dont la monnaie est l'euro, et respecte le principe de proportionnalité. La Cour constate ensuite que le programme PSPP ne viole pas l'interdiction du financement monétaire, qui interdit au SEBC d'accorder tout type de crédit à un État membre. La mise en œuvre de ce programme n'équivaut pas à l'acquisition d'obligations sur les marchés primaires et n'a pas pour effet de soustraire les États membres à l'incitation à conduire une politique budgétaire saine. Dans son arrêt de 2020, la Cour de Karl conteste à la fois la pertinence des analyses de la CJUE sur le financement des États. Elle lui dit mais vous êtes des nuls, ça n'a pas de sens, on comprend même pas ce que vous dites. C'est quasiment écrit ça, hein. Et en plus, elle conteste le caractère supranational de ses conclusions. Donc là, elle lui balance un énorme « Ouais, mais c'est pas toi qui décide !» C'est vraiment un énorme coup de boulet dans l'un des piliers de la construction européenne. Si l'Allemagne arrête de respecter les arrêts de la CJUE, pourquoi est-ce que les autres États n'en feraient pas autant ? Il faut bien comprendre que le Brexit a eu lieu en grande partie parce que les Anglais en avaient marre que leurs lois soient subordonnées aux décisions de la CJUE. La Pologne et la Roumanie, qui sont régulièrement aux prises avec la CJUE pour d'autres raisons, ont déjà applaudi cet arrêt. Alors c'est sûrement avec de grosses gouttes de sueur sur le front qu'exceptionnellement, la CJUE a publié un communiqué en réaction à l'arrêt de la Cour de Karl. Afin d'assurer une application uniforme du droit de l'Union, seule la Cour de justice, créée à cette fin par les États membres, est compétente pour constater qu'un acte d'une institution de l'Union est contraire au droit de l'Union. Des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité de tels actes seraient en effet susceptibles de compromettre l'unité de l'ordre juridique de l'Union et de porter atteinte à la sécurité juridique. Tout comme d'autres autorités des États membres, les juridictions nationales sont obligées de garantir le plein effet du droit de l'Union. Ce n'est qu'ainsi que l'égalité des États membres dans l'Union créée par eux peut être assurée. Alors tout ça est un petit peu jargonneux, mais qu'est-ce qui se passe quand un territoire cesse d'appliquer les lois de son état de référence et commence à fonctionner avec ses propres règles ? Est-ce qu'on n'appellerait pas ça faire sécession par hasard ? Il me semble bien que si. En contestant le caractère supranational des décisions de la CJUE sur les QE, l'Allemagne vient de tracer une ligne au-delà de laquelle elle va faire sécession. Ou disons plutôt que, tel le Mélenchon moyen, elle va se mettre à désobéir. Ça me plaît, j'applique, ça me plaît pas, je désobéis, puis va te faire voir quoi, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas comme s'ils allaient envoyer les chars, ils en ont pas. L'Europe puissance, ça fait bien rigoler quand même, hein. Ils ont autant de divisions que le pape. Vous voyez que derrière ces questions, en apparence économiques, juridiques, technico-chiantes au possible, se cachent en fait des enjeux politiques absolument historiques. Parce que si la CJUE devait être ramenée à un organe consultatif dont personne n'a rien à foutre, ce serait un pas énorme en arrière pour le fédéralisme européen. C'est même pire que ça, parce que si le droit européen est à la carte, il n'y a plus d'Union européenne, vu que ce n'est que ça. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a la deuxième claque. Non contente de s'essuyer les fesses avec la CJUE, la Cour de Karl a aussi oublié de respecter le principe d'indépendance de la BCE en lui demandant des comptes, ce qui est assez ironique de la part des Allemands. Dans une interview, Peter Huber, l'un des juges de la Cour de Karl, a déclaré que la BCE ne doit pas se considérer comme le maître de l'univers et doit assumer sa responsabilité face aux citoyens. Il s'agirait de grandir. Pour s'en assurer, la demande de la Cour de Karl a pris la forme d'un ultimatum. La BCE a 3 mois pour démontrer de manière compréhensible et justifiée que les objectifs de politique monétaire poursuivis par le PSPP ne sont pas disproportionnés par rapport aux effets de politique économique et budgétaire résultant du programme. En gros, dans un langage un peu plus compréhensible, ils doivent prouver que ce programme n'a pas encouragé le laxisme budgétaire des pays du Sud et que le coût des taux d'intérêt négatifs pour l'épargne et le système bancaire européen, et en particulier allemand, en valait la chandelle, ce qui contient une bonne dose de subjectivité qui, à mon avis, est intentionnelle, comme on va le voir un peu plus loin. À défaut de la démonstration requise, la Bundesbank, banque centrale allemande, devra cesser de participer à la mise en œuvre et à l'exécution des décisions de la BCE et vendre les obligations déjà achetées et détenues dans son portefeuille via le programme incriminé.
Selon un décompte de l'agence Reuters, ces obligations représentent un montant de près de 534 milliards d'euros. Et c'est ici qu'est la décision historique qui peut foutre en l'air l'euro pour des raisons juridiques et techniques. Juridique d'abord, puisque la CJUE elle-même a précisé que le PSPP était légal parce qu'il respectait le principe de proportionnalité entre les États. Toutes les banques centrales rachètent les obligations de leur État de référence à proportion de leur participation dans le capital de la BCE. C'est important parce que ça évite que de l'argent magique se déverse dans quelques pays au détriment des autres, parce que ce serait une forme de subvention et donc de concurrence déloyale. Donc si la Bundesbank arrête de participer au PSPP, théoriquement les autres banques centrales n'ont plus le droit de le faire, ce qui est une première cause de remontée des taux d'intérêt. Et comme petit à petit elle va remettre sur le marché près de 534 milliards d'euros d'obligations allemandes, ça fait une deuxième cause de remontée des taux d'intérêt. Alors vous allez me dire que ça ne concerne que l'Allemagne, mais ça va forcément se propager à toute la zone euro, parce que je crois pas que quelqu'un soit assez bête pour prêter plus cher aux Allemands qu'aux Italiens ou aux Grecs. Heureusement pour les européistes, cet ultimatum ne concerne que le PSPP, lancé en 2015 et qui est toujours en fonction aujourd'hui, et pas le PEPP, qui est le nouveau programme de 750 milliards d'argent magique, lancé à l'occasion de la crise du Covid. Il vient d'ailleurs d'être allongé de 600 milliards supplémentaires et d'être prolongé de 6 mois. Mais comme ce nouveau programme s'écarte encore plus du mandat de la BCE que le précédent, il aura aussi droit à sa petite procédure. Et si dans les 3 mois qui viennent, l'Allemagne fout au panier unilatéralement le PSPP, ils ne gêneront pas pour faire pareil avec le PEPP dès que l'épidémie sera terminée, ou bien quand ils en auront envie en fait. Ils pourraient même se passer d'une nouvelle procédure en utilisant la jurisprudence actuelle de la CJUE, parce que le PEPP ne respecte pas 2 des 3 arguments de la CJUE à propos de la légalité des programmes de rachat d'actifs. Il ne respecte ni le mandat de la BCE, ni le principe de proportionnalité entre les États, comme le montre ce graphique. Les pointillés, ça désigne la clé de répartition des États au capital de la BCE, et les barres bleues indiquent la part des États dans les 120 premiers milliards du PEPP. On peut voir que la Banque d'Italie a déjà fait le double de sa part, quand la Bundesbank n'a pas racheté 1 centime. Les rachats de la BCE ont atteint des proportions telles qu'en avril et mai 2020, elle a acheté des obligations italiennes pour un montant supérieur aux nouvelles émissions de l'Italie sur la même période. Ce n'est plus seulement le PEPP, mais aussi le PSPP qui ne répond plus au principe de proportionnalité. Donc en ce moment, l'Allemagne subventionne l'endettement italien. Après tout, on pourrait se dire, tant pis, c'est le problème des Allemands, ils vont râler dans leur coin, c'est pas grave. Nous, pendant ce temps, on va faire ce qu'il faut pour sauver l'euro. Alors oui, sauf qu'on voudrait pousser l'Allemagne à quitter la zone euro, qu'on s'y prendrait pas autrement. Pourquoi est-ce qu'un pays vertueux dans ses finances publiques accepterait de maintenir un taux de change de 1 pour 1 avec la monnaie d'un autre pays qui lui fait tourner la planche à billets à en chier contre les murs pour financer ses déficits? Ah. Là, je vous renvoie à l'épisode 6 de ma série sur l'euro à propos de Target 3, le plan de sortie furtive de l'euro de l'Allemagne. Donc les européistes sont face à un dilemme. Soit leur politique monétaire pousse l'Allemagne au départ parce qu'elle considéra que l'euro lui coûte plus que ça lui rapporte, soit ils acceptent les demandes de l'Allemagne, mais dans ce cas l'euro risque d'exploser. À moins que tout ça ne s'inscrive dans le cadre d'une proposition allemande que ses partenaires européens ne pourront pas refuser, et qui s'appellerait plan de relance. Face à tout ce bordel, Bruno Le Maire nous a fait part d'une clairvoyance transcendante. La décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe n'est pas un élément de stabilité. La réaction de la Commission européenne, dirigée par l'Allemande Ursula von der Leyen, a été à peine plus consistante. Elle s'est contentée de rappeler le caractère supranational des institutions européennes, a annoncé vouloir analyser dans le détail l'arrêt rendu par la Cour de Karl, ce qui veut dire qu'elle veut temporiser, et elle a évoqué de possibles sanctions contre l'Allemagne, mais qui ne sont pas du tout crédibles, puisque la Commission est dirigée par une Allemande, et que des responsables européens ont déclaré dès le lendemain que rien ne serait probablement entrepris dans l'immédiat. Il faut dire que Peter Huber, le juge au tribunal de Karlsruhe, en avait ajouté une couche à ce sujet dans son interview dont j'ai déjà parlé. Il a mis en garde contre une procédure d'infraction qui constituerait une escalade considérable qui plongerait l'Allemagne et d'autres États membres dans un conflit constitutionnel difficile à résoudre. Tu la sens la menace déguisée? Tu me touches, je te bouffe. Je vais vous faire la traduction. Alors les débilos, encore en train de pinailler sur le changement d'heure? Bon, ça vous dit un petit débat constitutionnel multi-étatique?
Non? Personne? Alors ce qu'on va faire, c'est que les sanctions, vous me faites une note écrite, je la fous au panier et on n'en parle plus. Hein? Voilà. Ah, c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir faire rentrer l'Allemagne dans le rang avec les pressions et les menaces habituellement utilisées contre les autres États membres. Hein. Non. Non, ça va être compliqué. Alors, malgré les déclarations péremptoires sur l'indépendance de la BCE, la supranationalité des institutions européennes, l'égalité juridique entre les États membres et blablabla, la BCE est bien obligée de faire face à la réalité. Selon 4 sources différentes, elle est en train de préparer un plan de secours dans la plus grande discrétion pour maintenir ses programmes d'achat d'actifs, même dans le cas où l'Allemagne serait contrainte de cesser sa participation. Par ailleurs, la BCE pourrait lancer des poursuites judiciaires contre la Bundesbank, qui est son premier actionnaire, pour la forcer à rentrer dans le rang. Ça sent le point de rupture, non? Heureusement, Merkel est là pour désamorcer la bombe de Karlsruhe. Pour elle, le clash n'est pas une fatalité, bien au contraire, c'est l'occasion de créer une Europe plus forte. Cela va nous inciter à faire davantage en matière de politique économique afin de faire progresser l'intégration de la zone euro. Ah, c'est super, on va faire l'Europe fédérale. Mais sur une base allemande. Nous allons à coup sûr nous pencher sur cette question en lien avec ce qu'on appelle le fonds de relance, car il en va ici de la solidarité européenne, et plus la réponse européenne dans ce cadre sera forte, plus la BCE pourra travailler dans un cadre sûr, c'est-à-dire sans avoir à intervenir sur le marché des dettes publiques, ce qui calmera la cour de Karl. Ouh, mais c'est quand même bien ficelé tout ça, hein. Vous m'empêcherez pas de penser qu'ils se sont partagés les rôles. La cour de Karl fout le bordel en mettant un coup d'arrêt à la planche à billets de la BCE, et Merkel débarque avec la solution en proposant de prendre le relais avec une politique budgétaire européenne. Remarquez comme la demande de la cour de Karl comporte des éléments très subjectifs. Qui va décider si la démonstration est compréhensible et justifiée? Qui fixe la mesure de la proportion entre les objectifs et les effets, qui eux-mêmes sont très durs à mesurer? Donc la BCE va produire une réponse, mais à la fin c'est bien la cour de Karl qui mène la danse et qui va dire si ça lui va ou pas, de manière totalement arbitraire, sans doute en fonction de critères qui ont plus à voir avec les intérêts de l'Allemagne dans la politique européenne que le droit constitutionnel pur. Ah là là mes amis, quelle triste affaire, on aimerait bien vous aider, mais notre cour constitutionnelle juge les QE illégales. Oh. Alors maintenant, hop, il va falloir agir avec responsabilité et intelligence pour sauver l'euro. Donc, vous allez la fermer, et vous allez accepter tout ce qu'on vous propose. Donc les QE c'est terminé, si un État a un problème de financement, il s'adresse au MES et se soumet à la Troïka, comme ça on va pouvoir le piller tranquillement, et puis on veut bien faire un plan de relance européen, mais à nos conditions. Ah là 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 là. On nous a bassinés avec ce plan de relance pendant des semaines. Il devait faire 2000 milliards d'euros. Finalement, Macron et Merkel se sont entendus sur 500 milliards pour toute l'UE, un montant dérisoire puisque c'est la moitié de ce que l'Allemagne a mis sur la table pour elle seule, en comptant les garanties. Mais il faut reconnaître une certaine évolution de principe sur la question de la redistribution qu'on n'attendait plus du côté allemand. Quoi qu'il faille y regarder d'un peu plus près comme d'habitude, hein. Des prêts. Toujours des prêts. Les 500 milliards seront donc empruntés par l'Union européenne sur les marchés, et donc remboursés par tous les États membres, sans doute à proportion de leur part actuelle dans le budget européen. Par contre, les versements aux États ne seront pas sous forme de prêts, mais de dotations pour les secteurs et les régions les plus touchés par le Covid-19. Des États vont donc recevoir plus d'argent qu'ils ne devront en rembourser, et inversement. Bien sûr, il faudra voir à la fin le montant réel des transferts entre États, mais c'est une vraie nouveauté vers plus de fédéralisme. Toutefois, cet accord de principe ne concerne que la France et l'Allemagne, et il faut maintenant obtenir l'unanimité des 25 autres pays pour concrétiser ce plan de relance. Je rappelle que la dernière fois que cette fine équipe s'était réunie pour discuter pognon, ça s'était mal passé, et c'était que l'hiver dernier. Entre le départ des Britanniques, l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans, et les lubies des uns ou des autres, les contributions nettes de certains États au budget européen devaient augmenter de 30 à 50%. Donc ils se sont chamaillés pendant des mois, et les négociations sur le premier budget européen post-Brexit pour la période 2021-2027 ont capoté. Cette fois, ils pourront pas dire que c'est la faute des Anglais.
Les responsables européens préviennent cependant que le temps presse et que, faute d'accord, l'Union pourrait risquer de commencer l'année 2021 sans fonds pour financer la protection de ses frontières. T'inquiète, les États ont repris la main. La recherche ou les programmes d'échange pour les étudiants. L'Union européenne est donc sur le point de s'étouffer dans sa propre bureaucratie. Et pourtant, on ne parlait que de 180 milliards d'euros par an au maximum, dont l'essentiel est la continuité du budget précédent. Et il y a des cons comme Macron qui trouvent que ça marche tellement bien qu'on va se mettre d'accord cette année sur 500 milliards d'euros supplémentaires. Et ils s'imaginent que ça va bien se passer. Eh non, ça va pas bien se passer. L'Autriche a déjà fait savoir qu'elle s'opposait à cette proposition franco-allemande, demandant à ce que les aides de l'UE soient accordées sous forme de prêts et non de subventions. Une position confirmée la semaine suivante avec l'appui attendu des Pays-Bas, de la Suède et du Danemark. C'est donc une redite exacte des débats stériles sur le budget européen. L'occasion pour les européistes ouverts sur le monde d'étaler leur vision fraternelle et pacifique de l'Europe. Pays-Bas plus Autriche plus Danemark plus Suède égale 42 millions d'habitants. France, Allemagne, Italie, Espagne, 257 millions d'habitants. Ces nains de jardin ne vont pas nous emmerder trop longtemps quand même. Toujours cette même vision débile du 19e siècle qui postule la puissance des États en fonction de la superficie ou du nombre d'habitants, quoi. Où est-ce que ces gens vivent ? De toute manière, rien n'est décidé. On ne sait pas où on va trouver l'argent, qui va payer, ni ce qu'on va en faire. Il reste beaucoup de détails à arrêter, comme les conditions de l'endettement et du remboursement, ou encore les conditions qui accompagnent l'attribution de cet argent. Car oui, il semble bien qu'il y ait des conditions. On est donc loin de l'idée de la mutualisation des dettes par les Corona-Bonds, qui est sans limite et sans condition. Même dans sa version la plus optimiste, ce plan de relance reste un mécanisme limité par son montant, ses objectifs, sa durée, et conditionné au respect de diverses exigences. Sur le site de l'Elysée, on peut lire que ce soutien à la relance complète les efforts nationaux et la série de mesures arrêtées par l'Eurogroupe. C'est toute la merde que je vous ai détaillée jusqu'à maintenant. Elle s'appuiera sur un engagement clair par les États membres d'appliquer des politiques économiques saines et un programme de réforme ambitieux. Tiens, mais ne serait-ce pas la tartine de merde habituelle ? Je crois bien que si. Les politiques économiques saines, on les connaît. C'est l'application des critères de Maastricht et du TSCG. Donc c'est les 3% de déficit public, réduction de l'endettement, etc. Quant au programme de réforme ambitieux, c'est l'application des GOPE. Suppression du SMIC, assouplissement du droit du travail, retraite par capitalisation, privatisation, réduction des budgets pour les services publics, etc., etc. C'est marrant, parce qu'on nous présente tout ça comme un plan de relance, une mutualisation des dettes, un formidable bond en avant vers plus de solidarité européenne. Mais en fait, ça ressemble vachement au principe du MES finalement. Cotise à ton esclavage. Il y a encore un paquet de choses à définir, mais déjà Bruno Le Maire nous vante les mérites de ce plan. Quand nous aurons besoin par exemple de rénover notre hôpital, nous pourrons nous appuyer sur ce soutien de la Commission européenne. Le soutien de la Commission européenne. Pour rénover l'hôpital. D'accord. On parle bien de la même commission qui nous a demandé à 63 reprises de réduire les dépenses de santé. Alors soit la commission a viré de bord et je suis pas au courant, soit Bruno se fout de notre gueule, ou bien c'est un crétin. À vous de voir. Et au fait, elle va nous soutenir avec quel argent la Commission européenne ? Comme d'habitude, le nôtre. La France payant 17% du budget de l'Union européenne, on va payer 17% du plan de relance, soit 85 milliards d'euros. La France étant un pays très touché par les conséquences du Covid, on va peut-être recevoir plus d'argent qu'on en paye. Mais ça dépendra des critères, et dans le cas contraire, ce plan de relance ne sera qu'un coût pour la France. D'ailleurs, même si on touche plus, on n'est pas forcément gagnant. Explication. Partons de l'hypothèse d'une opération blanche. On doit rembourser 85 milliards à l'Union européenne, disons à 0%, mais en échange, l'Union européenne nous a versé 85 milliards en subventions. On n'a rien gagné, on n'a rien perdu, sauf que c'est oublier les conditionnalités. Les 85 milliards, c'est l'argent des Français, c'est nous qui payons. Mais c'est la Commission européenne qui va décider de la manière dont on va dépenser cet argent,
et elle conditionnera le versement des sommes au respect d'un programme de réforme ambitieux dans tout un tas d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Cotise à ton esclavage. C'est pas un plan de relance, c'est un plan de soumission des pays européens aux dogmes débiles qui nous ont mis dans la merde. Si on veut dépenser 85 milliards, on peut les emprunter nous-mêmes et décider nous-mêmes de ce qu'on en fait. C'est la base de la démocratie. L'Union européenne, là-dedans, ça sert à rien, c'est de la merde, c'est juste des contraintes. C'est comme si je vous forçais à vous endetter de 85 000 €, que je vous pique l'argent, et qu'ensuite je m'engage à dépenser cette somme chez vous, pour construire une piscine. C'est peut-être pas votre priorité, mais c'est pas grave, c'est moi qui décide. Et par contre, vous allez changer à vos frais le papier peint de la cuisine, parce que je le trouve dégueulasse, et si vous ne le faites pas, je ne vous verse pas les 85 000 € pour la piscine. Je les donnerai à quelqu'un d'autre, je les garde pour moi, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est ça le plan de relance version Allemagne. Et il y a encore des gens qui sont pour l'Europe, mais c'est une honte. Le temps que je tourne cette vidéo, il y a eu du nouveau. La Commission a rajouté 250 milliards d'euros de prêts ou 500 milliards de dons initiaux. Mais surtout, on a appris que la France ne touchera que 38 milliards de subventions, alors qu'on va en payer autour de 85 milliards. Donc le plan de relance européen, c'est 50 milliards d'euros de pertes pour la France. Ça veut dire qu'on aurait pu donner 800 € à chaque Français pour la même charge sur les finances publiques. Si vous êtes une famille de 5 personnes, sachez que vous renoncez à un chèque de 4 000 € à la fin de l'année pour le donner aux Italiens et aux Espagnols essentiellement. Donc l'argent, vous n'en verrez pas la couleur. Par contre, vous verrez passer la taxe Covid pour le financer. Alors, l'Europe, une chance ou une charge ? Et ça continue, c'est de pire en pire chaque semaine. Vous pouvez maintenant doubler la charge. C'est plus 800 € de perte par Français, c'est 1600. Apparemment, Macron, qui est toujours prompt à sacrifier la France sur l'autel de l'UE, a dû proposer de payer une partie de la part des autres, sans doute pour faire passer la pilule. Selon le Canard enchaîné, ce n'est pas 85 milliards qu'on va payer, mais 140. Ça fait 100 milliards d'euros de pertes. Le résultat est très mauvais. C'est comme si on essayait de relancer l'économie en faisant un mois de confinement supplémentaire. Alors je veux bien qu'on appelle ça un plan de relance, mais dans ce cas, ça c'est un instrument d'alternance démocratique. Bon, je vous rassure, c'est pas certain que ça aboutisse. Ils se bouffent le nez sur le plan de relance, sur le budget, sur le Brexit, sur la BCE, sur le changement d'heure. C'est peut-être le moment d'arrêter les conneries, hein ? Vous pouvez taper dedans, il y a que du haut de gamme. Alors j'y vais ? Allez-y. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Pour conclure, l'UE c'est de la merde. Le projet est tout simplement mauvais. Obliger 28 États qui ont des intérêts nationaux différents à être d'accord sur tout, tout le temps, ça ne fait qu'aggraver la concurrence entre ces États qui veulent imposer leurs solutions aux autres dans un rapport de force qui aggrave systématiquement toutes les tensions. L'Union européenne n'est pas du tout un lieu d'échange pacifique où les États trouvent des solutions communes à leurs problèmes communs, tout simplement parce qu'il est très rare qu'une solution fasse l'unanimité. Par conséquent, l'UE ce n'est pas la paix, et l'Union ne peut pas faire la force, puisqu'elle n'existe pas. On l'a bien vu dans cette pandémie, tout a pété. Les rigidités des traités et le mode de décision totalement débile et inefficace a empêché les États de se coordonner et de s'entraider, les contraignant dans un premier temps à l'inaction, puisque les souverainetés sont partagées, puis les forçant à prendre des décisions unilatérales en catastrophe pour sauver les meubles, au mépris total de leur engagement. Et en plus, dans ces conditions, on prend pas forcément les meilleures décisions. Donc dans tout ça, l'UE n'a été qu'un boulet. Où est le bénéfice ? Où est le bénéfice d'appartenir à l'Union européenne ? N'aurions-nous pas mieux fait face à l'épidémie sans l'Union européenne, mais avec une industrie pour fabriquer du gel, des masques, des tests, des respirateurs ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Donc la puissance d'un État repose sur sa capacité à assurer son indépendance, à produire, à innover, à fournir à sa population Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Mais la puissance d'un État ne se résume pas à être un grand marché de consommateurs régi par un bordel bureaucratique bourré de fonctionnaires surpayés qui dégueulent de la norme au kilomètre selon une idéologie irréaliste. Si ça marchait, l'URSS serait toujours là et serait la première puissance du monde. Mais c'est pas le cas.
Il n'y a pas de réalité internationale qui ne soit d'abord une réalité nationale. Cette citation s'illustre parfaitement dans la crise du Covid. Un pays qui n'est pas capable d'assurer ses besoins ne peut aider personne. Le problème, c'est que l'Union européenne passe son temps à saborder l'échelon national. Loin de nous aider à peser dans le monde, l'Union européenne organise notre impuissance à tous les niveaux en imposant des choix idéologiques sur la concurrence, le libre-échange, les frontières, etc., qui affaiblissent notre indépendance et notre souveraineté, multipliant tous les chocs extérieurs. Vous voyez, si le Maroc a des masques et pas nous, c'est parce que le Maroc a des usines textiles et pas nous. Résultat, on a un confinement plus long, des masques plus chers, et on est dépendant de l'étranger. Donc non seulement on ne pèse pas dans le monde, mais on le prend sur la gueule. Et c'est assis sur leur pays en ruine que les eurolâtres fanatisés, déconnectés de la réalité, satisfaits et arrogants, se vantent d'envoyer de l'aide humanitaire dans les Balkans ou en Iran, pendant que leurs congénères peuvent crever la gueule ouverte. Enfin, le mécanisme européen permettant d'acheminer du matériel médical en Iran est actif. L'honneur de l'Europe, c'est de venir en aide aux peuples qui souffrent, quels que soient leurs dirigeants. Toujours cette condescendance boboisante sur fond de paternalisme néocolonial, hein. On retrouve là les bonnes vieilles valeurs humanistes des européistes du 19e siècle. C'est gerbant. D'ailleurs, on dirait du BHL. Oui, c'est vrai, je me suis plus intéressé à la misère bosniaque qu'à la misère au coin de la rue. Je suis un peu sourd à la question sociale. Que voulez-vous? On écrit avec son intelligence et son inconscient. Ça vous dit quelque chose? C'est de vous? C'est moi. Voilà. Donc, monsieur, donc si vous voulez, moi ce que je m'étonne, parce que ça résume en fait beaucoup la pensée de beaucoup de personnes, c'est que les mouvements populaires sont admirables à travers la terre entière. On s'y précipite en bras de chemise, en montant sur des caissons et en haranguant la foule, la larme à l'œil. Mais quand il s'agit d'une colère populaire qui est française, là, ça devient fasciste, nazi et antisémite. C'est ça que j'appelle, moi, la haine de soi. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Et, cerise sur le tas de merde, ce mécanisme n'a jamais fonctionné. En même temps, il s'agissait d'une action de l'Union européenne pour s'opposer aux sanctions américaines. Ça fait deux motifs majeurs d'échec. L'Europe n'a pas retrouvé la souveraineté nécessaire pour dire non aux Américains. Et bah heureusement qu'il fallait faire l'Europe pour faire le poids, hein. Pour finir, n'imaginez surtout pas que l'euro aide l'Italie en quoi que ce soit. C'est l'inverse qui est vrai. Si l'Italie n'était pas dans l'euro, elle n'aurait pas été contrainte à 10 ans d'austérité qui l'ont désarmée face à la pandémie, et au besoin, elle pourrait se financer directement auprès de sa banque centrale à taux zéro, au lieu d'aller tapiner sur les marchés financiers. C'est ce que fait en ce moment le Royaume-Uni, qui vient de s'émanciper de l'interdiction faite par les traités européens du financement direct des États par une banque centrale. Je peux vous dire qu'ils sont pas prêts de regretter le Brexit. Toutes les simagrées financières que j'ai détaillées ne sont pas des plans d'aide et de solidarité, mais des tentatives désespérées et pathétiques dans leur impuissance pour essayer de sauver l'euro à tout prix. Tous ces plans d'aide, l'action de la BCE et tout ce merdier, ça ne sert qu'à maintenir la confiance aux yeux du monde dans la capacité des États membres de la zone euro à maintenir un taux de change de 1 pour 1 entre eux. Car si cette confiance devait disparaître, alors la spéculation sur la fin de l'euro entraînerait la fin de l'euro et probablement de l'Union européenne avec. Mais puisque vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous avez sûrement compris que ce ne sera pas une grosse perte. Et vu la tendance des événements, on pourrait en être débarrassé dans les 6 à 12 mois qui viennent. Ça, c'est une bonne nouvelle. De plus en plus d'européistes qui nous avaient vendu l'euro dans les années 90 expriment un avis bien différent maintenant que leur carrière est terminée. Comme Bert De Vries, ancien ministre néerlandais qui prône la fin de l'euro, estimant que si un projet échoue, il faut savoir y mettre fin. Il va jusqu'à s'excuser de ne pas avoir assez résisté lors des débats préalables à son introduction dans les années 90. Il estime que tout est subordonné au maintien à tout prix de l'euro, une situation qu'il ne juge pas viable. Nous n'obtenons plus d'intérêt sur nos épargnes, nos pensions sont réduites, les entreprises sont encouragées à s'endetter, tout cela pour maintenir les taux à un niveau assez bas pour que la dette publique italienne reste abordable. C'est sûr que dit comme ça a l'air très con. Le grand retournement de veste va donc bientôt commencer. Mais il y a quand même une très mauvaise nouvelle. Comme pour le Covid, ce qui nous coûtera le plus cher avec la fin de l'Union européenne et de l'euro, ce sera la gestion désastreuse de l'équipe d'abrutis qu'on scoltine en ce moment. Il faudra les inviter à partir, gentiment ou pas.
Chaque année, la France produit environ 2400 milliards d'euros de richesses nouvelles. Cette année, ce sera peut-être un peu moins. Cette richesse sert à payer les salariés, la Sécu, les actionnaires, les prêteurs, mais aussi à financer les entreprises et bien sûr, l'État, avec son budget de 380 milliards d'euros. L'État ne peut pas faire tout ce qu'il veut de ce budget. Comme dans un ménage, il y a un certain nombre de dépenses contraintes qui ont beaucoup d'inertie, comme le paiement des fonctionnaires, l'entretien des routes et des bâtiments, ce genre de choses. Mais chaque année, l'État a aussi une marge de manœuvre pour investir. Elle est plus ou moins grande en fonction d'un tas de critères qu'on n'abordera pas ici, mais il peut la mobiliser en taxant cette richesse nouvelle ou en empruntant sur la base de la richesse future. À vue de nez, cette marge est de quelques dizaines, voire une grosse centaine de milliards par an, si on veut pas trop tirer sur la corde. Mais évidemment, on peut aller plus loin en rinçant les contribuables ou en faisant tourner la planche à billets. En fait, c'est virtuellement illimité, ça dépend de la situation. Tant qu'il n'y a pas d'hyperinflation, qu'on n'a pas atteint le plein emploi, ou que les gens ne râlent pas trop sur les taxes, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Dans les projets lancés ou financés par l'État, il peut y avoir de très bonnes choses, mais aussi de très mauvais investissements, des erreurs, des choses qu'il fallait tenter mais qui ont foiré, etc. Seulement, depuis quelque temps, j'ai l'impression que nos chers dirigeants prennent un malin plaisir à gaspiller minutieusement l'argent des Français dans des proportions colossales. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On ne parlera pas que d'argent dans cette vidéo, mais on va quand même commencer par les gaspillages budgétaires qui représentent un sacré morceau. Et à ce petit jeu, la transition écologique remporte la palme de la débilité. 120 milliards d'euros. C'est le montant des subventions engagées à ce jour pour les énergies renouvelables qu'on va payer jusqu'en 2044 pour un résultat minable. Selon un rapport de la Cour des comptes, pour le photovoltaïque, les seuls contrats signés avant 2010 pèseront au total, lorsqu'ils seront arrivés à terme, pas moins de 38,4 milliards d'euros pour les finances publiques, pour 0,7% de la production d'électricité. Ces contrats représenteront encore 2 milliards par an en 2030 et représentent une subvention de 480 € par mégawattheure. À titre de comparaison, sachez que le coût de production du nucléaire se situe entre 32 et 33 € le mégawattheure. Donc on donne 15 fois le coût de production du nucléaire en subvention photovoltaïque, qui reste malgré tout plus cher que le nucléaire à la fin. Les ventilateurs ne font guère mieux. Les contrats de l'éolien vont coûter 40,7 milliards d'euros en 20 ans pour 2% de la production française. Récemment, les appels d'offres pour l'éolien offshore flottant de 2015 pourraient se traduire par un coût de 1,7 milliard pour 0,07% de la production nationale. Figurez-vous que tout ce pognon est déversé pour décarboner notre électricité. Sauf qu'elle l'est déjà à plus de 95% grâce au nucléaire. Et ce qui est très con, c'est qu'en poursuivant dans cette voie, on risque bien de dégrader ce bilan. D'abord parce que les énergies renouvelables émettent plus de CO2 que le nucléaire, et aussi parce qu'elles sont intermittentes. Ça veut dire que quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, il faut allumer une centrale thermique pour produire notre électricité. Or, comme le nucléaire c'est le diable pour certaines associations dogmatiques, eh bien on ferme Fessenheim et 14 autres réacteurs nucléaires, et on ouvre des centrales à gaz ou au fioul pour compenser. Ou pire, on achète notre électricité en Allemagne, qui la produit avec du charbon. Comble de la stupidité, dans le même temps, on interdit aux particuliers d'acheter des chaudières au fioul pour les logements neufs ou le remplacement d'une chaudière en fin de vie, afin de faire baisser les émissions de CO2. Mais vous vous foutez de qui ? Ah oui, c'est super. Donc au lieu de cramer du fioul directement à domicile, ils le crameront dans la centrale électrique à 300 km de chez eux, avec toutes les déperditions d'énergie que ça peut engendrer, pour alimenter leur pompe à chaleur écolo subventionnée. Oui, parce qu'au cas où certains auraient encore des illusions, il faut pas croire que les ENR vont nous permettre d'alimenter la demande pour le chauffage électrique. Et si on se prive du nucléaire, eh bien il reste que 3 solutions, fioul, gaz, charbon. Choisis ton camp, camarade. Donc, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, on dépense des centaines de milliards d'euros pour avoir une électricité plus chère et plus carbonée. Ensuite, on force les Français à quitter le fioul, à coup de subvention à nouveau, mais c'est pour qu'ils utilisent une électricité qui est de plus en plus produite au fioul et au gaz. Et quant à nos vieilles chaudières, je doute qu'elles soient démantelées pour autant. Je suis à peu près sûr qu'elles iront émettre leur CO2 en Afrique, avec nos vieilles bagnoles, qu'on nous force aussi à changer régulièrement pour les mêmes raisons. C'est beau l'obsolescence écologique. Alors, le résultat est très mauvais.
Et je ne vous ai pas parlé des programmes comme l'isolation à 1 € qui, sous couvert de politique écologique, subventionnent d'abord le fabricant d'isolants et les travailleurs détachés pour un festival du démarchage téléphonique sauvage et de la malfaçon à n'en plus finir qui remplira bientôt la gamelle des émissions comme Capital ou Zone Interdite, ainsi que des triples pages dans 60 millions de consommateurs. Yannick Pessin constate aujourd'hui les malfaçons au titre d'une association d'artisans du bâtiment chez la voisine. C'est carrément dangereux. L'isolant est en contact directement avec le corps de cheminée, ce qui risque de provoquer un incendie. Ce qui a déjà été le cas de figure sur une maison à Fresnes-Saint-Mamet. Pour autant, je ne conteste pas l'intérêt qu'il y a à décarboner nos transports, nos chauffages ou à isoler les logements. Et qu'il y ait des subventions pour le faire, pourquoi pas. Mais les gens qui montent ces plans, ils ont des diplômes? Est-ce qu'ils ont un cerveau? Sont-ils au moins des vertébrés? Parce que le minimum, c'est que les subventions payées par les Français servent à développer des filières durables en France, et pas à subventionner l'importation de matériel et de main-d'œuvre étrangère. Ensuite, la bagnole et le chauffage électrique, c'est bien mignon, mais si c'est alimenté par une centrale à fioul ou au gaz, ou pire, au charbon, je vois pas l'intérêt. Et enfin, si vraiment on veut faire de la transition écologique, il va falloir se poser la question de la mondialisation, de nos modes de production et de nos modes de vie. Et là, c'est déjà un autre sujet, hein. C'est une autre ambition que de financer des ventilateurs à fond perdu. Bref, tout ça pour dire qu'on avait une marge de manœuvre financière pour faire de la transition écologique, et que tout ce qu'ils en ont fait, c'est un écolo-business qui régale les copains et les coquins, et qui se torche avec l'objectif initial, qui était de réduire les gaz à effet de serre et la pollution. Donc vous voyez que c'est pas marginal. Je suis pas en train de vous parler de 2-3 trucs à améliorer, ou d'une partie du plan qui aurait foiré. C'est du gaspillage, qui en plus est contre-productif. On paye pour obtenir l'inverse de l'objectif poursuivi. Et vous allez voir que ce niveau de connerie est devenu la nouvelle norme. Vous avez entendu parler du plan de relance européen ? Pour commencer, c'est toujours utile de rappeler que toute la construction européenne n'est qu'un énorme gaspillage. Sans parler de l'euro qui étouffe l'économie et nous contraint à une austérité permanente, la participation à l'UE nous coûte chaque année 9 milliards d'euros de contribution nette au budget, plus 5 milliards de cofinancement hors budget et de diverses condamnations pécuniaires. Il faut ajouter ensuite une estimation de 39 milliards d'euros par an pour la mise aux normes européennes dans la sphère publique et privée. Sans doute qu'une partie de ces normes sont bonnes à prendre, mais dans les 230 000 pages de normes pondues par les fonctionnaires de la Commission, il y a sûrement un tri à faire. Quand je vois qu'on gratte les RTT des salariés au nom de la compétitivité et qu'on va faire payer la crise aux pauvres, je me dis qu'il y a peut-être une marge de manœuvre à récupérer de ce côté-là. Question de priorité, j'imagine. Eh bien, malgré ce bilan coûteux pour financer un truc qui nous pourrit la vie, on l'a vu pendant la crise du Covid, Macron a trouvé que ce n'était pas assez cher. Heureusement, le nouveau budget pluriannuel 2021-2027 est stable. C'était pas gagné d'avance. Mais avec le départ des Anglais, on va quand même devoir payer 2 ou 3 milliards d'euros de plus en contribution nette, auquel il faut ajouter le merveilleux plan de relance européen. Et là, nous pouvons féliciter les journalistes français d'être capables de se regarder dans un miroir sans se gerber dessus après la couverture putassière qu'ils ont fait de l'annonce de ce plan. Tous ont mis en avant le montant que la France va recevoir, et tous ont oublié de parler du montant qu'elle va payer. Pour n'en citer qu'un seul, je tiens à vous présenter mon champion national, Jean-Baptiste François. Il est capable de dire 3 énormes mensonges en 4 lignes. Plan de relance européen, pourquoi la France serait gagnante. Contrainte à un important compromis, la France pourrait toucher entre 30 et 40 milliards d'euros de subventions sur 7 ans au titre du plan de relance. C'est moins que les pays du Sud. Voilà, comme je vous le disais, il a oublié de dire que la France va surtout verser de l'argent pour le plan de relance. Oh, 3 fois rien, à peu près 90 milliards. Voici les contributions nettes de chaque État. La France va payer 52 milliards de plus qu'elle ne reçoit, alors que l'Italie va recevoir 56 milliards de plus qu'elle ne paye, et l'Espagne 82 milliards. L'écart est d'autant plus énorme que la France, l'Italie et l'Espagne ont été touchés à peu près de la même façon par les conséquences du Covid. Alors dire que la France touche moins que les pays du Sud, c'est un euphémisme, et maintenant, il va falloir que Jean-Baptiste nous explique en quoi nous allons être gagnants. Parce que pour l'instant, c'est pas évident, hein. Mais la France tire d'autres bénéfices, tels que le recentrage de l'Allemagne sur le marché unique et la préservation de ses taux d'intérêt.
Alors au lieu de relayer benoîtement les propos de l'IFRAP, Jean-Baptiste aurait dû regarder la carte des principaux partenaires commerciaux de chaque pays pour voir que l'Allemagne est déjà bien centrée sur le marché commun. Ne t'en fais pas. Elle fait ses énormes excédents commerciaux sur le dos de ses voisins grâce à sa politique mercantiliste, au marché commun et à l'euro. Alors je sais pas comment on peut oser dire dans l'article que la France gagne quand Berlin s'intéresse à la continuation de l'Europe et de l'euro, et surtout, comment on peut oser relayer une connerie pareille en se prétendant journaliste. Quant à la préservation des taux d'intérêt, c'est valable pour les pays bénéficiaires. L'argent qu'ils ont reçu, c'est autant qu'ils n'ont pas emprunté. Ok, mais c'est une connerie incroyable de dire ça pour la France. Parce que nous, notre endettement va augmenter de 90 milliards, dont 52 en pure perte, qui vont aller se balader dans le marché commun. Mais ça fait baisser les taux d'intérêt, apparemment, selon Jean-Baptiste. Tu gaspilles ton fric et on t'en prête plus et pour moins cher. Voilà. La finance selon Jean-Baptiste. Alors je ne sais pas quelle part de cet argent va revenir en France par la magie du marché, mais je doute qu'elle soit bien lourde, puisque c'est la Commission européenne qui va dire à tous les pays comment ils doivent dépenser l'argent reçu du plan de relance. Et y a qui à la tête de la Commission européenne ? Ah, Guten Tag. Voilà, donc ne soyez pas surpris si les orientations budgétaires du plan de relance favorisent plus l'économie allemande que française. Nous pouvons maintenant corriger l'article. Plan de relance européen, pourquoi la France sera perdante ? Dirigée par les pires traîtres qu'on ait vus depuis la Seconde Guerre mondiale, la France va payer 90 milliards d'euros pour relancer l'économie chez les principaux clients de l'Allemagne. En échange, elle en recevra 40, qu'on lui versera à condition qu'elle obéisse à un programme de réforme ambitieux décidé par l'UE et qu'elle dépensera comme on lui dira de dépenser. Cette trahison sera financée grâce à des taux artificiellement bas, grâce à l'action de la BCE, qui maintiendra la soutenabilité de la dette française jusqu'à ce que les créanciers ne se demandent si on n'est pas en train de les rembourser avec de la monnaie de singe. Voilà une analyse un peu taquine, mais malheureusement beaucoup plus proche de la réalité. Je comprends que des gens bien informés soient choqués par ce genre d'article. Mais bon, rassurez-vous, La Croix est l'un des journaux les plus euro-débiles qu'on puisse trouver. C'est d'ailleurs en lisant ce genre d'analyse que l'on comprend pourquoi plus personne n'achète la presse payante, qui disparaîtrait sans les 500 millions d'euros de subventions annuelles versées par l'État au titre de la pluralité. Tiens, encore du gaspillage. On subventionne un plan de décarbonation de l'énergie qui la recarbone. On paye un plan de relance de l'économie qui la bousille, et on subventionne la diversité de la presse pour avoir une pensée unique. Ensuite, les gens qui ont pris ces décisions budgétaires merdiques enfilent une belle cravate et se présentent comme les gestionnaires de l'année. Eux, ils savent gérer l'argent public. Oui. Mais gaspiller la France ne se limite pas à l'argent des Français. Il faut aussi gaspiller leurs efforts. Par exemple, le confinement. 2 mois d'arrêt de l'économie qui ont coûté un bras au pays, juste pour faire redescendre la courbe épidémique. Tout ça parce que des politiciens payés pour prévoir n'avaient rien prévu, et qu'ils avaient laissé se balader des gens en provenance des zones infectées, au nom de la libre circulation des personnes et de l'ouverture sur le monde. C'est assez ironique quand on y pense. Bon, eh bien la première chose que ces abrutis ont fait à la fin du confinement, c'est de rouvrir les frontières, sans contrôle ni contrainte. Il y a toujours le problème de la passoire Schengen dont j'ai parlé dans des précédentes vidéos, mais dans d'autres pays on prend des mesures. En France apparemment ils ont rien appris, ou sont incapables de prendre la moindre décision sur ce sujet. Donc, sans surprise, les cas de Covid importés se multiplient et participent à la relance de l'épidémie. C'est pas encore une deuxième vague, n'empêche qu'on nous parle déjà de reconfinement localisé. Mais à quoi bon faire ces efforts, s'ils les gaspillent en refusant de fixer des contraintes aux voyageurs ? Il faudrait pas que la libre circulation des uns soit payée par le confinement des autres. Autre exemple sur le même sujet. Il y a quelques mois, on avait demandé un effort aux entreprises françaises pour qu'elles fabriquent des masques en quantité, et en particulier les fameux masques grand public en tissu. Souvenez-vous qu'en pleine pénurie, on avait quand même pris le temps de leur faire tester leurs modèles sur des bancs d'essai, et on leur a promis des débouchés formidables. Alors au début, les commandes ont été au rendez-vous, puis l'Asie a augmenté ses capacités de production pour répondre à la demande mondiale, et les masques chirurgicaux jetables ont inondé le marché, ainsi que le bord des routes. J'imagine que les mettre à la poubelle, ça doit demander un ensemble de gestes techniques précis. Et tandis que les stocks d'invendus s'accumulaient en France au mois de juin, l'État a reçu sa commande de 10 millions de masques lavables fabriqués au Vietnam.
Elle avait été passée en avril, mais ils se sont pas dit qu'au moment de la réception, les entreprises françaises seraient capables de produire sur place. Des gestionnaires hors pair. Alors oui, l'important en mars-avril, c'était de commander au maximum pour compenser les mauvaises décisions qu'on avait prises auparavant dans la gestion des stocks de masques. Donc dans l'urgence, il peut y avoir ce genre de couac, mais ça plus le reste, ça commence à faire beaucoup. Le résultat, c'est qu'un grand nombre de fabricants sont dans le rouge, et ils demandent maintenant l'aide de l'État pour éponger la perte ou trouver un moyen d'écouler les stocks. Ce n'est sans doute pas un hasard si les masques sont devenus obligatoires alors qu'on est au plus bas de l'épidémie. Faut dire qu'on n'en avait pas avant. Mais comme le protectionnisme est interdit et que les règles des marchés publics encadrées par l'Union européenne obligent à acheter au moins cher possible, cette obligation pourrait bien augmenter les importations sans régler pour autant le problème des fabricants français. La grande distribution et les collectivités continuent de passer des commandes à l'étranger. Alors si vous ne voulez pas payer vos masques 2 fois, je vous conseille d'acheter directement ceux fabriqués en France et de limiter les importations. Apparemment, c'est à nous de le faire, puisque nos dirigeants sont incapables de prendre cette décision de bon sens. Faut dire qu'ils n'ont pas le droit, cette bande de larbins. Mais le fiasco sur les masques n'est rien comparé à celui qu'ils nous préparent sur les vaccins. L'UE et ses États membres prennent en ce moment des options tout azimut auprès des labos pour se réserver la primeur d'un vaccin potentiel, pour ne pas dire illusoire, puisqu'on n'a jamais trouvé de vaccin contre les coronavirus. Mais bon, le pognon aura été encaissé. Oui, parce qu'en échange, l'UE va participer aux frais de recherche et de développement des vaccins pour un coût de 2,4 milliards d'euros. Pas besoin d'être un génie pour prévoir un succès à la flop Covid. Gaspiller les investissements du futur et les efforts du présent, ça ne leur suffit toujours pas. Il faut aussi gaspiller le passé. Il serait trop long de faire ici la liste des privatisations, ne serait-ce que de celle de Macron, d'autant que j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Entre Alstom, les aéroports, la vente de meubles et de tableaux, les entreprises qu'on laisse filer à l'étranger, le démantèlement d'EDF, de la SNCF, de la Poste. Tout est bradé, vendu, abandonné, pour des motifs souvent dérisoires en plus. Il s'agit de combler une ligne dans le tableur Excel du budget, d'organiser la concurrence, ou bien agir comme il le faudrait et tout simplement interdit par différents traités. Je tape souvent sur les traités européens, à juste titre, mais il faut savoir que la plupart des traités de libre-échange, ainsi que ceux de l'OMC, sont des cancers du même acabit. Alors forcément, quand on voit la politique menée par ces débilos, ça donne pas envie de se lever le matin pour faire des efforts ou payer des impôts qui seront gaspillés. Franchement, ça fait pas rêver. Certains trouveront peut-être que cette vidéo est un très bon argument pour moins d'État et moins d'impôts. Tout jacobin que je suis, je peux parfois être d'accord, mais cette mentalité n'est-elle pas déjà dominante parmi les politiciens et depuis très longtemps ? Ne voyons-nous pas sans arrêt ces pseudo-libéraux nous expliquer à longueur d'émission que l'État est un très mauvais gestionnaire, alors que c'est eux qui en sont à la tête depuis 40 ans. N'est-ce pas un aveu d'incompétence générale ? Donc le problème n'est pas l'État en lui-même. Le problème, c'est qu'il est dirigé par des gens qui ne croient plus dans l'action publique. Ils disent qu'elle est inefficace, mais c'est eux qui sont incapables de la mener correctement. Ces gens avaient l'un des meilleurs pays du monde entre les mains. Un État stable, des infrastructures de qualité, un peuple inventif, travailleur, bien formé. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Tout ce qui marche, ils le bousillent. Tout ce qui a de la valeur, ils le bradent. Ils ont fait passer l'économie française de la 4e place mondiale à la 10e place. Et la chute s'accélère. Et quand on veut mener une autre politique, ces gens osent prendre des postures responsables pour nous expliquer qu'il n'y a pas assez d'argent ou que la France est trop petite. Tiens donc, faute à qui ? Quand on cumule tous les gaspillages que j'ai cités dans cette vidéo, plus l'évasion et la fraude fiscale, plus le CICE et d'autres crédits d'impôt inefficaces, plus le coût de l'euro, plus des conneries comme Adopi, etc., eh bien on se rend compte qu'on a un boulet au pied qui pèse entre 200 et 300 milliards d'euros par an. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Peut-être que si on mettait un peu d'ordre dans les finances publiques et qu'on changeait 2-3 trucs dans la politique menée actuellement pour mettre fin à l'évasion fiscale et à la concurrence déloyale et pour relocaliser un peu de production en France, je me dis qu'on réglerait un paquet de problèmes économiques et sociaux. Non ? Je vous laisse y réfléchir. Moi je pense que la question elle est vite répondue. En attendant, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me soutenir via Tipeee ou la boutique Les Pieds dans le Plat. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.